Juliette, je me suis penché sur l'histoire un petit peu de tous mes prédécesseurs. J'ai vu que leur profil était souvent très différent, mais tous teintés d'un très grand humanisme, d'une grande curiosité scientifique souvent, technique parfois. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ces différents présidents, et en particulier de ceux que vous avez connus. Et je pense qu'une bonne façon de faire, c'est de les prendre par ordre chronologique. Volontiers. Dans ce cas, on commence effectivement par Maurice Doublet, qui est le premier président de la Fondation Bull, de 1977 à 1978. Donc Maurice Doublet était l'ancien préfet de Paris et de la région parisienne, et qui a présidé la première grande manifestation publique de la Fondation Bull, qui s'est tenue en juin 1978 au Palais des Congrès de Paris, sur le thème de l'informatique, l'homme et le travail. Oui, alors, ce préfet, qui était préfet de Paris et de la région parisienne, avait donc, à une époque où la société Bull était très importante, et il n'y avait pas beaucoup de sociétés d'informatique à l'époque, je pense que c'est assez naturel que ce préfet se soit intéressé à l'Institut, parce qu'en fait, il n'était pas informaticien. Non, pas du tout. Mais effectivement, c'est juste au moment de la création de la Fondation Bull qu'effectivement la compagnie C2I Honeywell Bull lui a demandé d'accepter cette présidence, qu'il a très volontiers acceptée compte tenu de ses fonctions et de son intérêt pour l'informatique naissante. Bien, alors poursuivant notre examen, le suivant, Raymond Aron, ce grand penseur, je crois que vous avez une ou quelques anecdotes pour nous montrer comment ce philosophe, ce journaliste, enfin cet homme que l'on connaît, cet adversaire de Sartre, etc., en est venu à présider l'Institut, et comment celui que l'on nomme l'âme de l'Institut, le délégué général de l'époque, Raymond Mock, a pu le convaincre d'accepter la présidence de cet institut. Tout à fait. Donc effectivement, là, il faut parler de Raymond Mock, qui a effectivement beaucoup influé sur la destinée de l'Institut Bull. Et Raymond Aron et lui avaient en commun le Collège de France, puisque Raymond Aron était professeur au Collège de France, et Raymond Mock était, lui, directeur du laboratoire de physique atomique de Francis Perrin. Donc l'adjoint de Francis Perrin au sein du Collège de France, et c'est ainsi qu'il l'avait rencontré. Et lorsqu'il s'est agi d'identifier un nouveau président pour la Fondation Bull, il est allé trouver Raymond Aron et il lui a demandé de devenir le président. Alors Raymond Aron a eu un moment d'hésitation et Raymond Mock, pour le convaincre, lui a dit que sa chaire, qui était donc sur l'histoire moderne, qu'il ne pouvait être étranger à l'histoire de l'informatique en ayant une chaire portant ce nom-là. Alors, ni l'un ni l'autre n'était dupe du fait que l'histoire moderne au Collège de France s'arrête au XVIe siècle et que l'informatique donc n'entrait pas tout à fait dans cette chronologie-là. En tout cas, Raymond Aron a accepté et il en a été président donc pendant 4 ans et il a toujours apporté sa caution morale à tous les travaux de l'Institut jusqu'à sa mort. Alors le suivant me paraît plus logique dans sa prise de fonction de cet institut, parce que dans l'imaginaire collectif, Louis le Prince Ringuet, c'est avant tout un grand scientifique, et ce n'est pas étonnant qu'il ait pu s'intéresser aux nouvelles technologies que constituait l'informatique, contrairement à ses 2 prédécesseurs qui n'étaient pas du tout baignés là-dedans. Toutefois, il me semble que il n'était pas foncièrement obnubilé par la science. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, absolument. Alors Louis le Prince Ringuet nous avait confié que lorsqu'il était jeune homme et qu'il devait choisir quelles études il allait faire, en fait, il voulait s'orienter vers une carrière sportive. C'était un passionné de tennis et ses parents lui ont dit que ce n'était pas une carrière très sérieuse et l'ont plutôt orienté vers l'école polytechnique et vers une école d'ingénieur, ensuite école d'électricité par la suite. Mais il a toujours toujours été fidèle à ses passions et il exerçait du tennis quasiment tous les jours. Et il disait qu'il aimait jouer avec des personnes qui avaient 50 ans de moins que lui, et notamment avec Jean-Loup Dabadi, avec qui il jouait extrêmement fréquemment.
C'était un jeune homme de 82 ans quand il a pris la présidence de la Fondation Bull en 1982. Et il aimait à dire que l'informatique était pour lui une source d'espoir, de découverte, et qu'il espérait que ça allait changer, dans le bon sens du terme, la vie des hommes. En tout cas, il avait envie d'y contribuer en acceptant cette présidence. En tout cas, il a eu la plus longue longévité à la tête de l'Institut. Tout à fait, et comme il était également, il avait été enseignant à l'école polytechnique par la suite, donc il nous avait aussi ouvert de nombreuses portes, puisqu'un grand nombre de ses élèves étaient devenus des présidents de grandes sociétés françaises qui nous ont également soutenus à divers titres au cours de l'Institut Bull, au cours des activités de l'Institut Bull. Je crois même que c'était un excellent collecteur de fonds. Absolument, on disait de lui, Raymond Mock disait de lui que c'était un excellent ouvre-boîte. Ah, mais là, on arrive à une femme, une fois. Tout à fait. Donc, Simone Roset était la 4e présidente de cet institut. Pouvez-vous nous en dire quelque chose? Là, on change complètement de catégorie, puisque c'est une magistrate. Absolument. Et Simone Roset a donc été la première femme présidente de l'Institut Bull de 1996 à 2001. C'était également la première femme présidente honoraire de la Cour de cassation et ancienne avocat générale à la Cour de justice des communautés économiques européennes. Elle a toujours été extrêmement proche de l'Institut Bull, apportant également sa caution morale et participant très régulièrement aux activités de l'Institut, et nous suggérant également des intervenants dans les groupes de réflexion prospective qui nous ont toujours été extrêmement fidèles par la suite. Le président suivant n'a pas eu une très longue longévité à la tête de l'Institut. Malheureusement, il s'agit d'Albert Ducrot, qui avait suscité de grands espoirs, surtout pour faire connaître l'Institut, il me semble, compte tenu de son aura de journaliste scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, Albert Ducrot, donc, effectivement, est décédé 6 mois après avoir accepté la présidence de l'Institut Bull. Il l'avait accepté en nous disant qu'il allait essayer de mieux faire connaître l'Institut du grand public. Et compte tenu du fait qu'il était encore au Figaro, il nous avait suggéré de les inviter, d'inviter les journalistes de plus en plus fréquemment dans les groupes de réflexion prospective. Et lui-même avait suggéré également qu'on crée une lettre de l'Institut Bull pour mieux faire connaître nos activités dans la presse écrite, voire même au-delà, dans la presse radiophonique, puisque lui-même avait de nombreuses chroniques et voulait donc donner une aura plus importante à l'Institut Bull lors de sa présidence. Hélas, il n'en a pas eu le temps. 6e président, quelqu'un que j'ai connu, puisque c'est lui qui m'a accueilli comme membre du conseil d'administration. Moi, j'étais extrêmement frappé tout de suite par son extrême gentillesse, sa grande courtoisie, mais surtout sa grande modestie. Il s'agit de Claude Hanoun. Et là encore, je crois que vous avez une anecdote pour nous raconter comment il a été recruté par Raymond Mock. Tout à fait, Raymond Mock avait entendu une chronique de Claude Hanoun un samedi matin à la radio, et à la suite de ça, il a dit c'est vraiment l'homme qu'il nous faut comme président, et donc il lui avait envoyé un courrier en lui demandant s'il accepterait de devenir président. Nous avions rencontré Claude Hanoun à l'Institut, et à la suite de ça, il en avait accepté le principe. Ça a été un président extrêmement actif, donc c'est un virologue mondialement connu, un pastorien, et qui avait donc fait un premier éditorial qui s'intitulait « Imitation ou convergence, peut-on dire que l'imagination des scientifiques imite la nature, la redécouvre ou la réinvente ?» qu'il appuyait par de nombreux exemples, virus informatiques et oiseaux et avions, etc. Donc c'est quelqu'un qui a également marqué beaucoup de son influence l'Institut Bull, en étant très fidèle à nos travaux jusqu'à la fin de sa présidence. Bien, Juliette, nous arrivons bientôt au terme de cette évocation de mes prédécesseurs. Nous terminons avec Denis Le Bihan, qui est l'homme de la résonance magnétique et de l'imagerie, bien sûr. Petit jeune par rapport à tout ce qu'on a évoqué précédemment. Je pense que vous avez là encore quelques anecdotes à nous rapporter sur son recrutement, parce que finalement c'est vous qui êtes allé le chercher.
Alors effectivement, je suis allée au CEA à Saclay rencontrer Denis Le Bihan avec Raymond Mock et le docteur Pierre Courbin, qui était à l'époque vice-président de l'Institut, pour demander à Denis Le Bihan donc, de devenir président de l'Institut. Alors Denis Le Bihan, c'est un docteur en médecine, docteur en sciences physiques. Il a dirigé l'unité de neuroimagerie anatomique et fonctionnelle du service Frédéric Joliot. Il a un palmarès très important et à l'époque, il avait un grand projet qui était de créer un centre qui est devenu le centre Neurospin, hébergé au CEA, dans lequel on trouve les plus gros aimants magnétiques du monde pour de la recherche en matière d'imagerie par résonance magnétique. C'est quelqu'un qui a déposé de nombreux brevets dans ce contexte-là et qui est connu maintenant mondialement. Et vous, Jean-Louis, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté la présidence de cet institut ? J'étais extrêmement surpris lorsque vous-même m'avez fait cette proposition en disant que le conseil pensait à moi. J'étais surpris, un peu effrayé, parce que je ne me sentais pas du tout à la hauteur de mes prédécesseurs. Mais j'ai accepté pour vos beaux yeux. Et non, j'ai vraiment vu dans cet institut toute cette richesse, cette diversité, et donc cette chance de pouvoir faire quelque chose. Et c'est vrai que je me suis attaché à la faire vivre aussi bien que j'ai pu et à m'impliquer comme j'ai pu pour continuer dans la voie que mes prédécesseurs avaient tracée. J'ajouterais que Jean-Louis est à la fois un président qui a un grand charisme, quelqu'un d'extrêmement distingué, extrêmement chaleureux également, apprécié de tous et très impliqué dans toutes les activités de l'Institut Bull depuis ses débuts, et je voulais l'en remercier ici.